Salut à tous, c'est Christophe pour ma chaîne Neoprodfx. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la Artillery Sidewinder X1. Alors ça fait un petit moment que vous l'attendez, ça fait un petit moment que je suis censé la faire. Normalement elle aurait dû sortir il y a quasiment 15 jours. Alors faites pas gaffe au bruit que vous allez entendre, c'est la D9 qui est en train de travailler derrière, elle imprime des grosses pièces, il y en a pour une semaine et demie, donc je veux dire, il y en a pour un petit moment. Donc bref, pourquoi j'ai pas fait la vidéo plus tôt? Tout simplement parce que j'ai passé une fin de mois d'août assez dégueulasse, on va dire, à cause de ma tumeur, j'étais pas bien, on va dire, avec la chaleur. Enfin, il n'y a pas de la chaleur, il y a aussi le moral, tout ça, enfin je veux dire, il y a pas mal de choses, vie personnelle. Enfin je veux dire, tout ça, ça a fait que ça a accumulé beaucoup de choses, j'étais un petit peu énervé tout le temps, enfin je veux dire, j'étais pas bien. Et du coup ma tumeur, elle a vraiment poussé au bout, là, j'étais vraiment pas bien, quoi. J'ai passé une grosse semaine quasiment allongée tout le temps, je dormais, j'étais pas bien, enfin je dormais. J'ai essayé de me reposer, mais au final j'y arrivais pas, j'étais pas bien, j'avais mal au crâne, j'avais des migraines, j'avais des bras qui se paralysaient. Enfin bref, ça s'arrêtait pas, quoi. Il y a eu des moments où j'ai voulu faire les vidéos, je me suis dit je vais essayer aujourd'hui. Au final, la journée a été foutue en l'air à cause d'une migraine ou un truc comme ça, enfin je veux dire j'étais pas bien. Il y a la D12, c'est pareil, je suis censé faire la vidéo de la partie 2 dans pas longtemps. J'ai presque pas pu travailler dessus parce que j'étais pas bien. La D9, l'avantage c'est que j'ai mis un gros print, au final c'est parti pendant un moment. Au final j'ai gaspillé un gros print la semaine dernière parce qu'il y a eu une coupure de courant généralisée dans tout le Limousin. Ce qui fait que j'ai perdu, enfin j'ai fait une vidéo sur Instagram pour en parler, enfin je veux dire j'ai perdu une semaine de boulot, quoi. Tout ça pour ça, quoi. Ça me fait un peu chier, quoi. Pourtant j'ai mis un onduleur. D'ailleurs le onduleur je vais vous le présenter, je vais faire une vidéo dessus parce que ça peut être intéressant sur vos imprimantes. Je vais en parler du produit, je vais le présenter complètement. C'est un onduleur qui vaut 90 €. Et je vais dire que il m'a vraiment sauvé la vie pour pas mal de choses. Quand il y a de l'orage ou des trucs comme ça, ça me sauve vraiment la vie. Donc du coup pourquoi je fais la vidéo dans l'atelier avec la U21 à côté? Tout simplement parce que c'est sa concurrente principale pour moi. Il y en a, ils vont dire ouais, c'est Alpha Voice, c'est de la merde, ça fait du bruit, c'est de la qualité basique et tout ça. Détrompez-vous, j'ai fait exactement. Alors ce que j'ai fait, c'est que je vais vous le montrer après quand je vais vous montrer les pièces que j'ai imprimées avec. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des doublons. En fait, quand j'ai imprimé R2D2 et que sur R2D2 il y a deux jambes, ce qui était bien, c'est que je pouvais imprimer les deux pièces de chaque côté. Je veux dire, je faisais le côté droit et le côté gauche en même temps, avec les mêmes réglages, à part l'extrudeur, parce que comme on a un direct drive ici, on a un bottom là, on doit juste changer la rétractation. Mais tout le reste, les hauteurs de couche, la vitesse d'impression et tout, j'ai fait exactement les mêmes vitesses sur la AlphaWise et j'ai sorti la même qualité, exactement les mêmes. Je vous montre les deux pièces côte à côte, vous ne sauriez pas deviner laquelle a été faite sur quelle machine. Elles sont identiques, à part qu'elles sont de symétrie, quoi. Elles sont d'un côté et de l'autre côté, quoi. Alors bref, tout ça pour dire que qu'est-ce qui va faire qu'on va choisir maintenant la X1 par rapport à une U21? Parce que la U21 elle est à combien? Elle est à 320 €, des fois elle descend à 260 € en vente flash. Celle-ci, elle peut monter jusqu'à 400 €. Et au final, qu'est-ce qu'on va avoir de plus? Il y en a, ils vont dire ouais, fait moins de bruit, tout ça. Alors on a les TMC, ok, on a les TMC 2209, enfin les 2208, enfin c'est une version rebadgée par Artillery, c'est une version un peu différente du chipset, je vous en avais parlé dans la partie 1. On a le direct drive peut-être avec l'extrudeur Titan. Alors, on a le Volcano en même temps, un extrudeur, enfin en bus. On peut peut-être monter à des vitesses beaucoup plus élevées, mais au final, moi c'est quelque chose que je recommande pas, les vitesses élevées, ça vous donne des impressions au final dégueulasses. Il y en a qui vont me dire ouais, l'extérieur il est beau, mais l'intérieur, le infill, c'est super important sur vos pièces. Et si vous allez trop vite, votre infill sera dégueulasse. Et même si vous avez une belle qualité d'impression de l'extérieur, votre pièce, si vous la prenez, vous pouvez l'écraser. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on n'a pas de structure mécanique. Et moi, je fais pas des impressions de vases, de trucs pour faire de la déco, tout comme ça, je m'en fous. Je fais des impressions qui sont censées être utilisables. C'est-à-dire que je vais avoir des contraintes mécaniques dessus, elles vont quand même devoir être solides. Même pour du PLA, je vais avoir des pièces qui vont devoir quand même supporter un certain poids, qui vont devoir avoir une structure interne solide. C'est pour ça que je vous dis imprimer lentement. Et quand je dis lentement, c'est pas. Enfin, on va pas descendre non plus à 20 mm par seconde. 45 mm par seconde, c'est très bien. Il y en a qui vont me dire ouais, moi je monte à 120, à 130, à 90. Ouais, je suis sûr que vos impressions elles sont dégueulasses et que l'intérieur il est pourri. Ça, vous pouvez très bien avoir une belle surface à l'extérieur, mais c'est pas que ça qui compte. C'est comme je vous le dis souvent, c'est l'intérieur de la pièce qui va compter aussi. C'est vraiment d'avoir quelque chose de costaud. Je vais vous parler des points positifs que je relève sur la X1 et des points négatifs parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Alors, point positif. On a un plateau en 220 qui va être aussi son point négatif, et je vais vous dire pourquoi. Donc le plateau en 220 c'est bien parce que ça chauffe très vite, on peut monter à des températures, on peut monter à 100 degrés, il monte sans problème, il n'y a pas de souci. On a l'extrudeur direct drive, c'est bien aussi pour faire certains matériaux, par exemple le flexible, mais le flexible sur du modem ça passe aussi. Si vous faites des rétractations, je sais pas, même en général ce que je fais sur un modem, et je l'avais fait sur la Ender 3 dans la partie flexible des filaments 3D Online, j'avais désactivé la rétractation et au final j'ai imprimé des très belles pièces en TPU sur un modem.
Donc du coup, même sur la U21, vous pouvez faire du TPU, quoi. C'est possible. Après, il y a certains TPU qui sont plus souples que d'autres, qui vont être difficiles à passer sur du Boden, mais en allant très lentement, on peut y arriver. Après, bon, le direct drive, il va pas avoir de problème, il va être direct dans la buse, on va y aller directement. Donc ensuite, qu'est-ce qui va y avoir d'intéressant? Le câblage, on va me dire, ouais, c'est propre, c'est plat, c'est facile comme truc, ça fait pas comme des gaines dégueulasses comme sur la U21. Mais bon, après, des gaines comme ça change. Vous pouvez mettre des gaines différentes, des gaines... j'en avais des plus propres, vous pouvez même mettre des gaines tressées, faire quelque chose de plus propre. Mais moi, l'esthétique en elle-même, je m'en fous. La bécane, elle est dans l'atelier ici, on est dans l'atelier. Ce que je veux dire, c'est que je m'en fous en fait. Même le bruit, je m'en fous en lui-même en fait. Là, ça me gêne pas. Si vous imprimez, après, si vous êtes dans un appartement ou autre chose, peut-être que le bruit va vous gêner. Mais bon, c'est pour ça que derrière, il va y avoir des points à regarder sur l'une et sur l'autre. Mais après, il y aura aussi une autre concurrente qui va pas tarder, que je vais vous reparler plus tard, si je l'obtiens, c'est la D12 en 300, qui risque d'être une concurrente de celle-ci. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir tous les avantages qu'elle a, en plus de ses propres avantages. Donc c'est pour ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme point positif? L'écran, enfin je veux dire, en lui-même, l'écran il est simple, hein, je veux dire, c'est d'une KS, c'est approuvé, c'est facile à modifier, on a vraiment beaucoup d'options, enfin je veux dire, c'est simple, c'est vraiment intuitif. On a le porte-bobine. Alors le porte-bobine, il est bien, oui et non. Quand on a des bobines plus larges, si on n'a pas la clé à proximité, on va se faire chier à le desserrer, à le décaler à chaque fois. Moi j'utilise beaucoup de bobines de 2 kg de chez Bonao. C'est les bobines qui sont larges. Elles passent dessus, je l'avais fait. Le problème, c'est que si je veux mettre celle-là, il faut que j'aille chercher ma clé à laine. Bon, après, là, je suis dans l'atelier, je veux dire, je l'ai souvent. Mais si vous avez des bobines plus petites, parce que des fois, les 1 kg, vous en avez des plus larges, des moins larges, des plus petites en diamètre, des plus grosses en diamètre, vous allez devoir décaler votre truc toutes les 4 minutes. Et, enfin, toutes les 4 minutes, jusqu'à ce que vous ayez fini votre bobine et que vous voulez changer de couleur. C'est bien, oui et non. Ensuite, la bobine en haut du portique, moi, je suis pas très fan. Pourquoi? Parce que le portique, ça le fait bouger quand même, quand on a une bobine en haut. Enfin, là, encore, il y a 1 kg, quand elle commence à être vite, ça bouge pas trop, mais quand vous avez ça en haut, ça commence à bouger un peu. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de déporter votre porte-bobine et de mettre, je sais pas, une sorte de tringle ou une barre ou un truc comme ça différent au-dessus de la bécane. Ça peut être intéressant. Donc après, niveau point positif, on a le bruit, il est vraiment atténué par les steppers. Le seule différence, c'est qu'on va avoir le bruit de rétractation du moteur, lui on l'a pas mal quand même. On a les ventilateurs quand même qu'on entend. Après, ils ont mis une alimentation fanless. Donc du coup, elle fait pas de bruit. Par contre, elle chauffe. Et là, on va arriver dans la partie point négatif. Parce que j'ai fait le tour des points positifs, à part le fait qu'elle imprime très bien. Mais ça va être en fonction de vos réglages aussi. C'est super important de regarder vos réglages. Tous les points négatifs. Alors, le premier que j'ai eu, c'est pourquoi j'ai l'alimentation dans la main, tout simplement parce que j'ai remplacé celle qui est dedans. Au bout de 15 jours, la machine, c'est tout simplement le transformateur de l'alimentation qui s'est mis à siffler, mais quand je vous dis siffler, il a foutu un bordel. Je vous mettrai une petite vidéo à côté pendant quelques secondes là. Vous allez voir le bruit, franchement c'était pas possible, j'entendais que ça, et je l'entendais vraiment de l'atelier à côté, je l'entendais aussi. C'était vraiment insoutenable quoi. Donc du coup l'avantage c'est qu'on a un SAV français avec Artillerie 3D Expert en France. Du coup, je les ai contactés, je leur ai filé la petite vidéo, je leur ai filé et ils m'ont envoyé l'alimentation. Et je l'ai remplacé du coup. Alors après, l'alimentation en 24 volts, c'est vraiment une alimentation simple, hein, c'est une 8 ampères maxi. C'est vraiment pour alimenter que les moteurs, l'écran, enfin je veux dire, l'extrudeur, le truc de base quoi. Ça alimente pas le plateau, c'est vraiment le 220 derrière qui va alimenter le plateau. Là, on va y revenir. Alors, quel est le point négatif pour moi du plateau en 220? C'est pas compliqué, 220. Pour chauffer aussi vite, c'est pas compliqué, on va avoir une consommation électrique assez importante. Il va demander 600 watts, enfin 590 watts à peu près. Le temps de chauffer. Mais après, il va demander, de temps en temps, si vous êtes dans une pièce assez froide, il va demander souvent de recharger. Ce qui veut dire que, par exemple, peut-être pendant 10 secondes, vous allez être à, je sais pas, 90 watts. Puis ce coup, on va repasser à 600. On va repasser à 90, on va repasser à 600. Ça paraît pas tout ça. J'avais fait un test, bon là du coup il ne l'a pas gardé en mémoire parce qu'il n'y a plus de pile dans le wattmètre, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai comparé l'AlphaWatt U21, j'ai fait le même print, peut-être qu'elle a mis un peu plus de temps à chauffer, mais le truc c'est que si on met à préchauffer nos bécanes, moi ce que je fais en général c'est que je les mets à préchauffer, le temps de faire mon fichier, de faire mon tranchage, de venir le mettre dans la carte SD, au final elle aussi les 60 elle y était arrivée. Et alors, ce qui se passe, c'est que du coup, l'AlphaWatt U21 va consommer beaucoup moins, on est à 220 watts sur la U21, là on est à 600 watts. Ça va faire que vous allez avoir une consommation électrique à la fin du mois, si vous imprimez que sur la X1, vous allez quand même le ressentir sur la facture électrique. Et je veux pas dire, mais la D9 qui est derrière consomme beaucoup moins. Le truc que j'avais fait, c'est que j'ai l'onduleur que je vous ai parlé. C'est un 600 watts, il me tient la
la D9 il me la tient pendant 25 minutes, j'ai chronométré, hein, il me la tient pendant 25 minutes avec une coupure de courant. Elle, c'est pas compliqué, il me la tient pas. C'est-à-dire que dès qu'elle se met à déclencher le plateau, pouf, ça coupe l'onduleur parce qu'il n'est pas capable de supporter les 600 watts. Il me faudra un onduleur de 800 watts peut-être. Et encore, 800 watts, on serait pas mal sur la charge demandée à l'onduleur. Alors comme je vous dis, la D9, elle demande que 200... Alors, la D9, elle a 290 watts pour la 500. C'est pour ça, là pour moi, c'est le gros point négatif de cette machine-là. On vante peut-être les mérites du 220, mais on a une consommation qui est quand même assez poussée. Quand je vous dis 600 watts pour chauffer le bordel, ça paraît pas, mais le compteur en bas, le Linky, tu le vois qui commence à pédaler un petit peu. Et j'ai regardé sur ma consommation, parce que je suis chez Mint Energy, ce que j'ai regardé, c'est sur une semaine, j'ai regardé quand j'ai imprimé avec elle et quand j'ai imprimé avec elle. Et bien on voit le pic, on voit vraiment le pic de consommation avec l'artillerie X1. Et ça, beaucoup de personnes n'en parlent pas sur leurs vidéos. Moi, c'est quelque chose d'important parce que j'ai envie de faire des économies d'énergie en même temps. Ce qui veut dire qu'au final, je vais avoir plus tendance à utiliser la U20 One que la X1. Pas par rapport à son bruit, enfin, au final, le bruit, je m'en fous. À part quand je veux dire que je vais faire des gros prints, là je vais imprimer sur les deux en même temps. Mais au final, voilà quoi, c'est son défaut principal pour moi. Le fait que l'alimentation est lâchée, bon ça peut arriver, hein. J'en ai déjà eu une autre qui avait lâché comme ça une alimentation. Je sais plus sur quelle machine c'était, je crois que c'était sur la Guitec à disque que j'avais eu l'alimentation qui avait lâché plus tard. Enfin c'était mis à siffler aussi, bon ça arrive que les composants des fois ils sont pas au top. La clé USB. La clé USB qui est fournie avec, ce qui va se passer c'est que si vous mettez des tout petits fichiers, ça va aller très bien, ça va imprimer tranquillement. Par contre, si vous mettez des gros fichiers, au bout d'un moment, la clé USB commence à s'emballer et elle n'a plus assez de débit des fois. Surtout Cura qui balance quand même pas mal de G-code. Cura a tendance à faire des G-codes beaucoup plus complexes que sur Slicer. Slicer, c'est des lignes de... c'est que des coordonnées en fait. C'est que des coordonnées, alors que dans Cura, on a des zones découpées. On a Skirt, on a Bottom, on a plein de zones découpées et ça nous fait des fichiers. Pour avoir le même G-code, par exemple sur Slicer, on va avoir un fichier qui fait 10 mégas. Sur le même fichier, enfin le même ESTL, on va avoir un fichier qui va peut-être faire, je sais pas, 30 ou 40 mégas sur Cura. Alors sur des gros fichiers, on peut monter des fois des fichiers. Alors j'ai tranché un fichier sur la D9, j'ai un fichier qui fait, il fait 600 mégas. 600 mégas, c'est quand même assez gros pour un fichier sur clé USB. C'est voilà. Alors qu'avec une carte SD avec un haut débit, parce qu'on n'a pas de port USB 3 au final, donc on ne peut pas avoir un débit assez élevé. L'avantage c'est que le lecteur de carte SD, il est capable de lire des cartes SD beaucoup plus rapide. Ce qui fait que du coup on utilise des cartes SD haute capacité, enfin c'est des hautes capacités comme ils appellent ça, et des hautes vélocités, c'est les cartes SD qui vont beaucoup plus vite. Hein, c'est-à-dire qu'on a des débits qui sont un peu plus élevés, et au final j'utilise plus que la carte SD maintenant. La clé USB c'est plus facile, hein, on va dire on la met directement et tout ça, mais au final la carte SD pour moi ça reste mon outil principal, quoi. Je l'utilise partout, quoi. C'est voilà. Ah, si ça c'est un truc qui est intéressant et je vous en reparlerai plus tard, le petit module Wi-Fi, je vais le faire, je vais faire la petite soudure sur l'écran et je vais vous montrer comment on l'installe. Parce qu'au final, cet écran là, c'est exactement le même que sur la D12, et la D12, elle a le Wi-Fi. Bon après elle, c'est parce qu'elle a une MKS Robin, mais ce que je veux dire c'est qu'on peut mettre le module Wi-Fi sur cet écran là. On peut, comme vous avez dit dans la partie 1, il suffit juste de ressouder des connecteurs et de mettre le module Wi-Fi. Voilà. L'artillerie X1 pour moi, c'est une bonne machine, mais qui consomme beaucoup, qui n'a pas de capteur auto-leveling, mais ça on s'en fout, c'est une plaque de verre, donc une plaque de verre, techniquement elle est forcément plate, si on fait un bon calibrage, franchement j'ai pas eu de soucis de ce côté-là, hein. J'ai pas de problème de niveau là, pas de niveau, j'ai pas de bombage ou quoi que ce soit, mon plateau est rectiligne, ça me suffit très bien moi. L'ultra base, il s'use quand même assez vite, hein. Par contre il s'use vraiment très vite. Alors après ce que je vous conseille de faire c'est de beaucoup le dégraisser avec de l'alcool, hein. Ça c'est obligatoire, mais il s'use assez vite, hein. Je veux dire les petits ports, ils commencent à se bouffer sur les côtés. Ça après ça peut venir des pièces des fois si vous les nivelez trop bas. Mais bon moi j'ai tendance à niveler assez. Je nivelle avec une feuille de post-it et je fais une première couche à 0,3, ce qui fait que ça la met assez haute. Comme ça je suis sûr de vraiment l'écraser, mais je peux la mettre quand même plus haute. Ensuite, autre chose, le capteur de fin de course, enfin de fin de filament. Alors le petit truc, la petite rotule, elle a tendance à se barrer, mais assez souvent. Je veux dire elle se dessert assez souvent, ce qui fait qu'au final le machin il se balade. Et ça se balade que c'est chiant, quoi. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du frein filé, j'ai mis de la l'optique bleue sur le filetage du petit écrou, puis je l'ai serré et puis maintenant ça se défait plus. Ça c'est des petits détails importants à regarder de temps en temps. Alors ensuite j'ai pas eu trop de soucis sur les nappes. Alors il y avait une autre chose que je voulais vous dire, c'est pour tendre la courroie.
Alors pourtant dans la courroie, là si vous desserrez votre truc, vous pouvez le reculer un tout petit peu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment mal fait, ils auraient pu faire un vrai tenseur de courroie. Sur la U21, là on peut le desserrer et le reculer un petit peu. Bon après il faut le desserrer aussi, c'est pas un tenseur de courroie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est beaucoup plus simple là-bas. Et le dernier point que je voudrais vous dire, c'est la rigidité du châssis. Alors la rigidité du châssis, ce qui était bien sur la U21, je parle beaucoup de la U21, pourquoi? Parce que pour moi c'est les deux vraiment, c'est les deux ennemis complètes. Ça va être les petites équerres. Sur la U21, j'ai relevé qu'au final, quand j'arrivais sur des pièces beaucoup plus hautes, j'avais beaucoup moins de vibrations. J'en ai quand même, mais j'en ai beaucoup moins. Pourquoi? Parce que j'ai des équerres de renfort en plus des 2 vis en dessous. Alors que là, on n'a pas d'équerre de renfort, on a juste les 4 vis par en dessous. Et ce que j'aurais bien aimé, d'ailleurs que je vais faire sur la U21, c'est les barres que je vous avais parlé dans la partie, je sais plus, je crois que c'était la partie 1 de la U21. En fait, vous avez des équerres qui se fixent sur les profilés. C'est des tiges qui se mettent ici et que vous pouvez fixer directement sur les profilés comme ça. Le fait qu'on a un carénage ici et qu'on n'a pas les profils apparents, on ne peut pas mettre de tige. On ne peut pas fixer une tige ici et la fixer ici, à part si on perce le carénage, mais au final c'est dommage, parce qu'on n'a pas de profilé en dessous en plus. Donc du coup, sur celle-ci, on ne peut pas faire le renfort en V. Alors que sur celle-ci, on peut faire le triangle au final. Voilà. Donc pour moi, beaucoup vont me dire t'es chiant avec tes AlphaWise, tu vantes les mérites d'AlphaWise, c'est pas parce que Gearbest me les passe. C'est juste que au final, j'aime bien mes AlphaWise, je suis assez content d'elle. Celle-ci, ça fait 8 mois que je l'ai maintenant. Depuis que je l'ai, j'ai rien changé dessus. Mais quand je dis rien changé, j'ai rien changé. J'ai rien fait du tout. Les gaines, là, je vais les changer plus tard, mais au final, c'est plus esthétique qu'autre chose, je m'en fous en fait. Du moment que pour moi, elle imprime. J'ai les roulettes. Bon, alors les roulettes, elles se sont bouffées au tout début. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé un peu mieux l'excentrique et au final, elles se bouffent plus. Les ventilateurs. Alors le ventilateur, il y en a qui vont me dire il s'esquinte, il s'abîme et tout. Ce qui se passe en fait, c'est que vous le démontez, vous enlevez la petite étiquette qui est derrière, vous prenez une petite, c'est des petites burettes d'huile, comment ça s'appelle, de vaseline. C'est des petites burettes que j'avais trouvées à Super U à l'époque. Vous en mettez une toute petite goutte derrière, vous remettez l'étiquette et c'est reparti. Et votre ventilateur ne fera même plus de bruit. Et il en fait même moins qu'au début quand je l'ai eu. Ce qui fait qu'au final, la U21 pour moi c'est vraiment la grosse concurrente de cette machine là. Et je vais vous donner un petit preview, j'espère que je vais l'avoir, normalement ils m'en ont parlé Gearbest, je vais avoir la U21 Mix, c'est-à-dire qu'en fait c'est la U21 qui va être au même tarif que elle, mais qui aura double extrudeur, TMC 2209, elle va avoir le Wi-Fi, elle va vraiment avoir toutes les features, et ça va être le monstre qui va bouffer celle-là, à mon avis ça va l'éclater. Ça va être la U21 améliorée, quoi. En fait ils vont vraiment avoir beaucoup de choses qui vont être améliorées dessus, j'espère vraiment l'avoir, normalement ils m'en ont parlé que je devrais peut-être l'avoir courant du mois prochain. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer à côté, je vais vous présenter toutes les pièces que j'ai imprimées avec la X1, parce que vous voulez les voir, je pense. Et du coup, après, voilà, je vous ferai ma conclusion. Voilà, donc en fait, là, on se retrouve pour la partie installation de mes paramètres Cura que j'ai créé. En fait, j'ai créé un dossier Cura qui va vous permettre d'avoir l'imprimante dans le choix des imprimantes. En fait, voilà, comme vous allez arriver sur Cura, vous allez avoir ça. Enfin, la dernière version, c'est la 4.7.1. Là, en fait, vous allez faire prise en main, accepter, tout ça. Vous allez mettre Next, suivant. Là, vous n'êtes pas obligé de créer un compte tout de suite, vous pouvez mettre ignorer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, vous allez arriver sur ajouter une imprimante hors réseau. Et là, en descendant, vous allez vous remarquer qu'on n'a pas Artillery, on n'a pas la marque en fait. On n'a pas Sidewinder X1, on l'a pas. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on ferme Cura. On a la petite icône de Cura qui est sûrement créée ici ou sur le bureau, hein, chez vous. Vous allez faire ici un clic droit sur Cura et vous allez aller dans Propriétés. On va se diriger vers l'emplacement du fichier. Et on va arriver ici. On va aller dans ressources. Et là, en fait, le dossier que je vous ai fait télécharger, en fait, l'archive zip, vous allez la prendre. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'extraire sur votre bureau. Hein, par exemple, sur votre bureau ou dans votre dossier Mes documents. Vous allez avoir deux fichiers qui vont se trouver dedans. Là, dans ressources, on va aller dans définition. On va prendre le premier fichier, ici, celui-là. On va le faire glisser, on le fout dedans. On fait continuer, tac, on revient en arrière, on va dans extrudeur, on prend celui-ci et on le fait glisser dedans. Tac, voilà. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer Cura, qui prend toujours un petit peu de temps à démarrer, le temps de charger tous les plugins et tout qui sont intégrés. Voilà. Là déjà, il nous a pas redemandé le truc de tout à l'heure. Il nous l'a pas redemandé. Alors là, faites pas gaffe à ça, c'est parce que moi j'ai déjà créé un profil. En fait, vous allez aller dans imprimante, ajouter une imprimante, et là, on va aller dans imprimante hors réseau. Et là, en descendant,
vous verrez que vous aurez artillerie, Sidewinder X1, hauteur, bon, on est auprès des fixes, bon ça c'est moi qui crée le truc, vous allez mettre ajouter. Moi ça manquerait un deuxième parce que j'avais déjà créé un dossier tout à l'heure. Et en fait ce qui se passe c'est que maintenant quand vous allez aller dans machine, dans gérer les imprimantes, vous pouvez faire activer, hein. Là vous allez cliquer sur activer si elle n'était pas déjà activée. Dans les paramètres de la machine, vous allez avoir déjà un profil complet. Vous allez avoir un profil complet ici. Tac. Il va vous faire une petite ligne, comme vous allez lancer une première impression, en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va vous faire une petite ligne de purge sur le bord du plateau. Hein, c'est configuré exprès pour ça en fait. Là il va vous faire une petite ligne, puis après il va démarrer l'impression. Le G-code est réglé comme ça, hein, avec les bonnes tailles, 300, 300, 400. Plateau chauffant, extrudeur, c'est tout bon, c'est tout déjà sur 0,4 et 1,75. Vous n'avez rien à toucher. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte qu'il arrive sur le profil draft d'origine. Hein, vous allez arriver sur draft, ce qui fait que ça lui donne une bonne qualité d'impression avec des paramètres. Là, vous n'êtes pas obligé de toucher à ça. En fait, tous les paramètres qui sont là sont propres d'origine. Hein. Elle arrive à faire des belles impressions avec d'origine, la hauteur de couche. Vous n'êtes pas obligé de mettre 0,2. Moi, en général, ce que je fais, c'est que la première hauteur de couche, enfin pas celle-ci, c'est celle-ci. Là, vous mettez 0,3. Là, vous pouvez mettre 0,2, 0,1. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Moi, la première couche, je mets toujours 0,3. Pourquoi? Ça me donne des bonnes qualités, je trouve. Et j'ai une première couche qui est toujours bien nivelée. Alors après, impression, tout ça, tout ce qui est largeur de paroi et tout ça, après, ça sera en fonction de vos réglages. Hein. Remplissage, vous pouvez mettre 20%, 30%, vous mettez ce que vous voulez. Là, on va importer un fichier. On va prendre ça, par exemple. Là, ça, c'est mon cube de test. Vous le trouverez sur Thingiverse, celui-ci, là. Température, tout ça, vous n'êtes pas obligé de les modifier. Vitesse d'impression 40, vous pouvez monter jusqu'à 50 ou 60, hein, il n'y a pas de souci. Mais comme je vous disais dans la vidéo, 45 mm par seconde, c'est une bonne vitesse, je trouve, pour avoir des bonnes impressions. Sur des petites comme ça, on peut aller vite. Si on a des fichiers qui sont beaucoup plus imposants, on peut quand même réduire un petit peu parce que ben, ça crée des vibrations. C'est pareil, vitesse de déplacement, 120 mm par seconde, elle en est capable. Moi, ce que je fais pour avoir une bonne qualité, je descends à 95 mm par seconde. Déjà, ça évite de bouffer les roulettes. Ça fait que votre plateau se déplace beaucoup moins vite. En fait, la vitesse de déplacement ici, c'est les déplacements à vide, quand on va passer d'un point à un autre. Là, sur une petite pièce, ça se verra pas. Si on passe d'ici à ici, ça se verra pas. Mais si jamais on était sur un objet beaucoup plus gros, si je prends par exemple ça, et que je passe d'ici à ici, 120 mm par seconde, ça va la faire bouger relativement vite, alors qu'avec 95, on aura moins de secousses d'ici à ici. Ça fait que des fois, ben, ça peut générer beaucoup moins de déformations sur les couches, hein, sur les décalages. On peut avoir des micro-décalages tout petits, mais vraiment tout petits. Ça vient à cause de la vitesse qui est trop vite, et en fait, ça fait que ça génère des vibrations dans le châssis, comme je vous ai dit, qui n'est pas renforcé. Voilà. Enfin bref, tout ça pour dire, je vous reviens sur l'autre fichier. Moi, je vous conseille de commencer par ça. Vous faites découper. Tac, vous faites aperçu. Et là, on est bon. Là, on n'a plus qu'à enregistrer sous ou sur la carte SD et puis vous lancez votre print. Bon, alors on se retrouve pour la partie pièces à imprimer avec. Alors, vous pouvez voir qu'il y en a quelques-unes quand même. C'est surtout des pièces assez massives. Hein. C'est genre celle-ci là, qui est quand même assez grosse. Ça, c'est le pied central, enfin le genou central en fait de R2D2. Vous voyez que ça, c'est en fait, ça c'est le point de, comment dire, quand ça monte, c'est le point où ça monte en fait. Normalement, il doit y en avoir un autre endroit. Ah, il est là. Ça, après, c'est pas obligatoire de le laisser à cet endroit-là. Enfin, je veux dire, on peut le mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça, après, c'est selon vos réglages. Mais ça, après, je m'en fous parce qu'en fait, toutes ces pièces-là, je vais les poncer et les peindre. Donc, du coup, le niveau de détail, c'était pas important. Par contre, c'est des pièces qui sont vraiment costauds. C'est remplissage, là, c'est 40%. C'est plein dedans. Là, c'est plein, c'est 40%, quoi. C'est quand même assez rempli. Donc, ça, c'est une pièce prototype. Ça, faites pas gaffe. Enfin, je veux dire, c'est des prototypes, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est capable de le faire, quoi. C'est des pièces qui sont quand même assez grosses. Ça prend tout le plateau en largeur. Celle-ci prend tout le plateau en largeur, celle-ci aussi. Ça prend quasiment tout le plateau aussi. Il doit rester 0,5 mm sur les côtés. Et à l'arrière, c'est pareil, ça prend quand même pas mal de place sur le plateau. Alors il y a celle-ci. Celle-ci, c'est le nouveau modèle. Alors celle-ci, c'est celle que j'ai perdue pendant la coupure de courant, que j'en avais parlé sur Instagram. La reprise de coupure de courant, en fait, ça a mis trop de temps à reprendre. Alors du coup, entre-temps, la pièce a refroidi. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a eu du mal à reprendre, en fait. Ça a repris, mais ça a fait quand même une fissure parce que c'était froid, quoi. C'était froid, et en plus, la pièce était quand même légèrement décollée du plateau, parce que le ultra basse, quand il refroidit, il se décolle. Et comme la coupure de courant a duré 3 heures, elle a eu le temps de se décoller. Donc du coup, ce qu'il faut, c'est que je la refasse, quoi. En fait, ça, c'est l'amélioration de celle-ci. Alors là, du coup, après ça, je vous en parlerai quand je vais vous présenter R2D2, parce que je vais vous présenter les projets. C'est juste que je prends du temps, parce que j'essaie de réunir pas mal d'informations pour vous en parler après. Donc ensuite, on a cette pièce-là. Alors tout ça, c'est du PLA. Alors,
tout ce qui est noir, blanc, celui-là non, ce gris-là non plus, tout ce qui est bleu ici, tout ce qui est noir, toutes ces pièces noires là, ça c'est du PLA de chez Wanao, en fait c'est du PLA que je récupère chez Wanao. Hein, alors ils m'en ont fourni quand même pas mal pour le partenariat. Alors il y a le gris, alors les bobines de 2 kg c'est du PLA Premium aussi. C'est juste qu'en fait ils sont emballés dans des sachets comme ça, contrairement à celui-ci. C'est exactement le même, hein, sauf que c'est des bobines de 2 kg qui sont super pratiques pour la D9 parce qu'au final bah, on la bouffe comme on veut, on est tranquille, on a 2 kg. Et là on a vraiment 1 kg aussi. C'est du PLA Premium, hein, c'est du bon PLA, franchement vous pouvez y aller. C'est du PLA qui a une densité alors de 1,31 si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, 1,31 g par centimètre cube. Le PLA standard il est à 1,28. Ce qui fait qu'on a un PLA qui est quand même assez dense et qui est quand même assez résistant. Il est vraiment costaud leur PLA. Ça permet de faire des belles pièces. Et surtout des pièces assez costauds. Là j'ai du silver si je dis pas de bêtises. Non, j'ai du blanc, le silver est derrière, j'ai du noir qui est tout là c'est du noir. Là c'est pareil, c'est du noir. J'ai du blanc. Alors celle-là, ça c'est des boîtes vides parce que c'est en train d'imprimer celles qui sont ici là, ça c'est des boîtes qui sont déjà sorties en fait. Ça c'est du bleu. Alors ce bleu là franchement, il est beau. C'est ce bleu là. Et franchement la couleur elle est vraiment belle. Vous pouvez voir, bon, il y a quelques petits défauts. Alors le petit défaut que vous voyez là, c'est une reprise après coupure de courant aussi. Hein, le petit trait qui est là. Ça, c'est une reprise après coupure de courant. Mais vous pouvez voir qu'elle a repris. Mais elle me fait toujours une petite trace, quoi. Bon, après, les pièces sont quand même propres. Hein, c'est quand même assez propre. Alors après, là, on est quand même en 0,28 en hauteur de couche. Là, on est en 0,28. Pourquoi? Parce que je m'en fous, je vais les poncer, en fait. Les pièces, je veux dire, j'ai pas besoin d'avoir une qualité 0,1 mm, je m'en fous. Parce que là, vous pouvez voir que là, j'ai poncé, par exemple, j'ai passé un petit coup de papier. Vous pouvez voir qu'on obtient une surface. C'est pas fini, hein, je veux dire, c'était parce que j'ai pas fini, je voulais vous la montrer quand même. C'est exactement la même pièce. Là, on n'a pas la coupure. Vous voyez, on a le trait, enfin, je veux dire, il n'y a pas la reprise par coupure, là. C'est direct, c'est nickel. J'ai ces pièces-là qui ont été faites. Alors là, j'ai des petits inserts en métal pour faire des filetages. On a un léger... Alors, vous voyez ici, là, l'espèce de déformation que ça fait ici. Ça, en fait, ça vient du jerk. En fait, c'est l'accélération que ça va faire, c'est lui qui provoque ces petites vaguelettes au niveau des trous. Ça se règle dans le firmware, ou sinon vous pouvez l'injecter directement dans le G-code. Mais là, après, moi je m'en fous, ça c'est pareil. Enfin, ça c'est des prototypes, tout ça. Cette pièce-là, normalement, elle est destinée à être faite en aluminium. J'ai vu un site là en Chine qui m'ont proposé de faire des pièces en usinage CNC, et je vais leur demander de me refaire ces pièces-là. Ça, c'est les pièces pour R2D2, c'est pour le pied, ça. C'est pour ça qu'il y en a deux. Alors c'est pareil, là vous voyez, en fait, celle-ci a été faite sur la X1 et celle-ci a été faite sur la i20 On peut voir qu'il y a quelques petits défauts quand même, mais je veux dire c'est à cause de la vitesse ça par contre parce que j'avais mis quand même assez élevé. Mais je veux dire que la pièce en elle-même c'est quand même potable. Et moi ce que je vous dis toujours, là vous voyez je peux forcer, hein, je peux pas l'écraser la pièce. C'est costaud. C'est des pièces qui ont vraiment du infill qui est quand même assez bien construit quoi. Vous pouvez voir, ça c'est encore fait sur la X1. C'est quand même des pièces assez massives. Ça reste quand même assez propre. Hein. Alors là c'est pareil. Alors ici c'est des roues pour R2. Pour là il y a des roulements. C'est des roulements de skate. Pour avoir quelque chose qui tourne assez bien. C'est pas des roulements chinois. Ceux-là c'est des ABEC 9 je crois ou 7 je sais plus. C'est des trucs que j'avais pris chez Decathlon. Ceux-là ils sont vraiment. Enfin je veux dire ils tournent vraiment bien. C'est super important d'avoir un bon roulage sur des roues. Comme je vous disais, vous voyez, celle-ci, je saurais même plus vous dire laquelle qui a été faite sur la X1, j'aurais dû mettre un petit trou marqueur au pire. Mais je veux dire, celle-ci et celle-ci, il y en a une qui est faite sur la X1 et une qui est faite sur la i20 Et franchement, la qualité c'est exactement pareil quoi. Là on peut voir un petit peu de remplissage, parce que ça c'est en fait c'est la hauteur de couche. Enfin je veux dire là je veux dire qu'il n'y avait que 2 couches. Du coup on voit un petit peu le remplissage. Je sais pas si on le voit bien sur l'autre aussi. Vous voyez ça le fait aussi sur l'autre. C'est fait sur la X1 et sur la i20 Les petites roulettes là. Mais après ça c'est pareil, c'est des prototypes parce que je suis en train de remodéliser toutes les roues en fait, ça me plaît pas ça. Je suis en train de refaire tout le système. Parce qu'en fait, ici on a un moteur avec l'engrenage. C'est pareil, l'engrenage imprimé. Et normalement ce moteur là il est fourni avec un pignon qui se met avec une chaîne de transmission. Et je vais tout refaire par chaîne en fait. Parce que j'ai quand même envie d'avoir quelque chose d'assez costaud par rapport à ça qui risque de pas durer longtemps avec R2D2 quoi. Ça c'est pareil, c'est des pièces, enfin c'est des poulies en fait, hein. Vous pouvez voir c'est des poulies, c'est fait exprès pour les courroies ici. Et les courroies franchement elles s'enclenchent vraiment bien dedans, enfin je veux dire, ça s'enclenche vraiment les dents, c'est nickel quoi. J'avais déjà fait ça sur R2 qui est là, enfin sur BB8 qui est là-bas,
j'ai le même système avec une roue comme ça. Là c'est pareil, on a le doublon, donc on a celle-ci qui est faite sur la... Enfin je veux dire, il y en a une des deux qui est faite sur la i21, et il y en a une des deux qui est faite sur la X1. Ça c'est pareil, tout ça c'est des prototypes sur lesquels je travaille en ce moment pour mon système, on va dire 2-3-2 en fait pour R2D2. Enfin tout ça en fait ça fait partie du système 2-3-2. Là vous pouvez voir qu'il y a un roulement avec un axe en métal. Il y a des roulements qui s'incrustent à l'intérieur des pièces. C'est pareil, tout ça c'est pour dire qu'elle respecte vraiment les cotes. Elle respecte vraiment les cotations, les roulements ils rentrent nickel dans les pieds. Enfin je veux dire dans les bases là c'est nickel. Ça c'est pareil, c'est fait dessus. Alors elle par contre les blanches elles sont toutes faites sur la X1. J'avais tout lancé en même temps, enfin je veux dire, pas les 4 en même temps, j'en ai fait. En fait j'ai fait 2-2, j'ai fait comme ça. Et après j'ai refait le même STL, mais en fait c'est l'inverse, c'est juste une symétrie. C'est juste une symétrie, ça je vous l'ai déjà montré, ça c'est pareil. C'est pareil, il y a les petites pièces là, ça c'est pareil, c'est pour le dôme. C'est pareil, après il y a ces petites pièces là, alors avec un petit creux. Bon ça c'est pareil, c'est des prototypes, c'est pas fini en fait. Dans les gorges là en fait il va y avoir des billes. C'est un système, après il va y avoir une bille comme ça, pour faire un roulement en fait. C'est un roulement à l'intérieur de la jambe qui va faire que le système 2-3-2 bah, il va pouvoir tourner à l'intérieur de la jambe quoi. Je vais vous montrer vite fait. En fait ça va se mettre là-dedans. Il y aura des billes dans le creux ici, là il y a un creux là. Il y aura des billes. Et avec les billes, bah, en fait ça va faire ça. Avec le moteur qui est ici, avec la poulie. Enfin ça, tout ça je vais vous en reparler après dans R2D2 dans le projet quand je vais vous le présenter. Voilà, donc c'était ma petite vidéo pour parler de la Sidewinder X1. Alors qu'est-ce que j'en pense hein. Ma conclusion c'est est-ce qu'elle vaut le coup ou est-ce qu'elle vaut pas le coup. Contrairement à elle ou pas. Je veux dire, c'est est-ce que moi je choisirais l'une ou l'autre. Alors, en fonction de votre budget, franchement si vous avez le budget, si vous êtes quelqu'un qui ne vous soucie pas de tout ce qui est facture électrique et tout ça, enfin je veux dire vous en foutez, tout ça, vous pouvez aller sur la X1. Moi de ce côté-là, j'aurais tendance à dire la i21 m'intéresse plus par rapport à ça, parce qu'au final, le direct drive, je m'en fous, parce qu'au final, le Boson fonctionne très bien, et vous avez vu que la qualité des pièces est identique, vraiment identique. J'ai jamais de bouchage, j'ai pas de problème sur la i21, c'est pour ça que je vous fais vraiment un comparatif, plus un comparatif au final que mon avis propre sur la X1. Pourquoi? Parce que y en a beaucoup qui vont se demander laquelle choisir au final maintenant. Voilà, il y en a beaucoup qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien les Alpha Ways. Franchement, j'aime bien les Alpha Ways pour ça. Les nouveaux modèles qu'ils ont fait, la U21, la U50, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la U60 qui est sortie il n'y a pas longtemps, je crois. Mais franchement, la U50 et la U21, franchement, pour moi, c'est des bonnes machines qui sont fiables, qui fonctionnent très bien. Ceux qui ont eu des problèmes avec eux, enfin avec les machines, ce que je veux dire, c'est que moi j'ai eu des problèmes aussi avec la X1. Au final, c'est pas ça qui m'en a dégoûté pour autant. Ce qui me dégoûte le plus au final, c'est la conso de 600 watts. Je vous dis, j'ai vraiment eu un pic de consommation quand j'ai utilisé elle sur une semaine, contrairement à elle. Et franchement, on le voit quand même le pic. Alors après, je veux dire, c'est pas non plus 15 000 €, hein, je veux dire, mais on voit quand même une différence. Et si on imprime avec H24 sur un an, je pense que par rapport à elle, la différence, on va la ressentir. C'est pour ça que voilà. Tout ça pour dire, du coup, mon ressenti, si j'avais une note à donner sur la artillerie Sidewinder X1, sur 5, si je devais lui donner une note, je pense que ça serait 4. 4. J'enlève le 1 pour la consommation. Et après, bon, la qualité de l'alimentation, je m'en fous parce qu'au final, on va remplacer, hein, c'est le SAV. Ça arrive, malheureusement, ça peut arriver. Ça peut arriver que vous ayez une alimentation qui lâche. Il ne faut pas tout de suite cracher sur la marque, il faut juste les contacter, leur demander de vous envoyer une nouvelle truc, et puis voilà, c'est remplacé, quoi. La U21, moi j'ai eu de la chance, j'ai eu un modèle qui n'a jamais eu de problème, ni quoi que ce soit, je vous ai dit, j'ai graissé le ventilateur. Il n'y a pas de problème dessus. Donc du coup, maintenant, si je devais choisir entre les deux, c'est vraiment une question de budget. C'est vraiment une question de budget et de préférence pour vous. Si vous choisissez bleu, rouge, après, ça c'est pas de problème. Mais vraiment, entre les deux, je cherche pas à cracher sur l'une ou l'autre. Pour moi, les deux sont bien. C'est des machines qui fonctionnent très bien toutes les deux. Voilà, maintenant je vous ai donné le pour et le contre. Maintenant, c'est vous qui faites votre choix. Voilà. Donc moi, bientôt, je vais vous présenter pas mal de choses. Je vais avoir le projet R2D2 que je suis en train de travailler. Hein. La D9 est en train d'imprimer là-bas des grosses pièces. Elle a imprimé déjà des gros morceaux. Là, je suis en train de réimprimer tout un corps de R2D2 en fait. Pourquoi? Parce que l'ancien, je vais faire un R2D2 statique. Ah, il est là. Il y a des pièces qui sont ici. Pas mal de choses. J'ai refait pas mal de petites pièces dessus. J'ai modifié pas mal de design. C'est vraiment... Enfin, je veux dire, je suis en train de vraiment créer, au final, ma petite potasse à moi, mon petit truc à moi dessus, et je vais je vais vous présenter le projet R2D2. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer toutes les pièces, tout. Et une fois que j'ai tout,
C'est pareil pour BB8, j'attends d'avoir tout fini, il me manque encore pas mal de petites choses, hein. J'ai tout le châssis à refaire, enfin la boule intérieure, pour fixer le drive et pour le faire rouler, faire les tests et tout ça, mais vraiment c'est du budget, c'est du temps, et surtout du budget que je n'ai pas. En fait, c'est du budget qui monte pas très vite. C'est pour ça, je remercie toutes les personnes qui font des dons sur Tipeee, ça m'aide vraiment, hein. Franchement, là j'ai eu 2 fois 2 gros dons, qui m'ont permis, là ça m'a permis surtout de payer les factures en fin de mois, c'est surtout. Là niveau budget je suis un peu limite, donc voilà quoi. Je vis pas encore de ma chaîne, là on va arriver à 6000 abonnés, je vous remercie franchement tous. Mais ce que je veux dire c'est que je vis pas de ma chaîne, j'en vis pas pour l'instant, j'en vis pas. C'est youtubeur, t'en vis pas tant que t'as pas, je pense, 100 000 abonnés. De toute façon, je me considère pas vraiment comme un youtubeur aujourd'hui, je pense que youtubeur c'est vraiment un statut que tu obtiens quand tu arrives vraiment. Je suis plus un mec qui fait des vidéos pour vous, je vous partage des choses, ça me fait plaisir que les marques m'envoient des trucs au final. J'aimerais vraiment devenir un vrai youtubeur, mais je veux dire que c'est du boulot. C'est du boulot, et là pour l'instant avec ma petite et ma femme pour l'instant qui ne travaillent pas, je veux dire c'est autre chose. Quand ta petite sera à l'école et qu'on aura un peu plus de temps pour nous, je pourrai vous faire vraiment beaucoup plus de contenu. C'est pour ça que là pour l'instant c'est un petit peu ralenti, en plus de ma tumeur qui me fait un peu chier avec la chaleur et tout ça, je veux dire j'étais vraiment pas bien la dernière fois, ça je ne prévois pas non plus. Donc j'espère vraiment que mes vidéos vous plaisent, même si elles sont longues et que des fois, bon, il y a des choses, des petits défauts, des petits trucs comme ça. Je suis tout seul à faire mes petits trucs, quoi. C'est, il n'y a personne. Ma 3D, je la fais tout seul. Je veux dire, je fais mes pièces tout seul. Enfin, je veux dire, je fais mon petit truc tout seul, quoi. J'ai personne, j'ai pas d'amis dans les coins. Je veux dire, je suis tout seul, quoi. Après, c'est pareil. Pour trouver des personnes avec qui discuter, il faudrait que je déménage. Je déménage et que j'aille dans une zone un peu plus civilisée. Mais on est bien pour l'instant, la petite campagne, on est peinard, personne ne nous fait chier. Je veux dire que voilà, je fais ma petite potasse. Après, je ferai des salons, hein. Je pense que je vais refaire des salons. La prochaine Biker Fair, je vais tout faire pour essayer d'y aller, quoi. Je vais vraiment essayer de tout faire pour y aller. Donc voilà. Donc je remercie Artillery 3D Expert qui m'ont envoyé la machine, qui m'ont permis de faire la vidéo, hein, au final de faire 2 vidéos. Après, je veux dire, la machine en elle-même, moi j'en suis content, hein. Elle est très bien. C'est juste qu'elle chute un peu quand même. Mais sinon, c'est une bonne bécane. C'est une bonne bécane. Voilà. Donc, à bientôt sur ma chaîne. La prochaine vidéo, ça sera la D12 partie 2. Restez à l'écoute.